L'idée, c'est les changements de perspective et les changements de dimension. Comment on passe de la verticale à l'horizontale constamment. L'horizontalité, c'est le début et la fin de la vie, et comment on arrive à s'élever. Et c'est ces changements d'état-là qui m'intéressaient. J'avais envie que l'exposition, ce soit une exposition vue du lit. Comment le point de vue change quand on est dans son lit, les gens qui vivent dans leur lit, qui travaillent de leur lit, les écrivains, Proust, Huysmans, comment quand on est dans son lit, tout prend une autre dimension. Je pense qu'en fait c'est la pièce qui décide, c'est pas l'espace qui décide. Et c'est important de revenir à ça. Ça, en fait, c'est la première pièce que j'ai choisie. Et elle a fait une métaphore entre le paresseux et l'artiste. Et elle a voulu donc mettre à mal cet animal qui normalement vit dans les arbres, se cache, etc., le mettre au sol. Elle travaille très très bien et très fortement les matériaux, donc elle fait tout elle-même, avec sa meuleuse, elle est incroyable. Elle a aucune crainte de ce que c'est la matière et de ce que c'est de s'attaquer à des choses assez dures, rigides, etc. C'est la première pièce que j'ai choisie, avant même que je sache que le thème serait l'horizontalité. Donc après, tout s'est raccordé. Cette pièce, il l'a appelée Prophétie numéro 1, en chiffres romains. C'est vraiment donc une pièce sur le passage. Vous voyez, de l'enfant, il dit que c'est un enfant. Moi, je trouve qu'aussi c'est assez une créature, et comment cette créature s'élève. Jean-Marie est très intéressé par les expériences avec les matériaux, donc les changements de texture. Et par exemple, là, il a fait du plomb, il travaille ça, et le bronze, la céramique, et comment on passe d'un matériau à l'autre. Et aussi sur l'alchimie et les drogues. Comment là, on a un peu l'impression que ce personnage se voit comme dans un rêve, comment quand on est en plein trip, on arrive à se voir dans des états différents. C'est une pièce très poétique et très à part, comme une espèce d'offrande aussi, d'oracle, assez mystique. C'est un papier peint, qui a été assez compliqué à poser. Parce que justement avec la chaleur, ça collait en 2 secondes. C'est une des plus grosses productions de l'exposition. Donc ça, c'est une pièce d'Anthea Hamilton, une jeune artiste anglaise. Anthea, je lui ai parlé du thème, donc de l'horizontalité. Tout de suite, elle est venue avec cette image de cet homme allongé comme ça. Elle fait toujours des collages, c'est très pop. Mais ce pop anglais qui est très différent parce qu'il y a toujours une espèce d'ironie, d'humour, etc. Et j'adorais. Donc j'adorais l'idée des cigarettes. Et donc là, encore une fois, on est dans ce geste, dans cette espèce de cliché même de la désinvolture, de la langueur, etc. Il dort, il est mort, c'est le dormeur du Val, on ne sait pas. Est-ce qu'il est vivant ou pas? Et ça, j'aime bien qu'il y ait toujours ce doute-là, parce que dans cette exposition un peu comme ça, langoureuse, fraîche de l'été, il y a aussi quelque chose d'assez qui s'insinue et qui est plus grave. Quand on voit la pièce de Maxime avec le papier peint d'Anthea, le lien déjà chromatique est immédiat et je trouve que c'est très beau. J'aimais cette idée de ces pièces parce qu'il faut jouer vraiment avec l'espace de cette galerie qui est extrêmement impressionnant. Et moi, j'ai toujours pensé que dans l'art, l'important, c'était jamais la taille, c'était vraiment le contenu. Et c'est assez rare parce que de nos jours, on voit de plus en plus de pièces monumentales. Et je pensais que c'était important de revenir à des formats qui sont des formats classiques. Et que dans les petites pièces, il y a l'idée de la domesticité, justement. Parce que cette exposition-là, comme elle est vue du lit, c'est une exposition qui parle de la domesticité, qui parle du domestique, de l'intime, du quotidien, etc. C'est des équilibres très précaires dans les pièces de Maxime Thieffine et très fragiles. Donc c'est lui qui les a posés, on n'aurait pas osé les poser nous-mêmes. Là, ça va être donc la pièce de Tannus and Clark. Et avec ces 2 panneaux qui sont là, et donc on revient, c'est le soldat en fait qui meurt au début du film du Guépard. On passe de l'horizontalité à la verticalité. Ce personnage allongé est reverticalisé là, 2 fois. Donc ça c'est important parce que toujours il y a cette idée de changement de perspective. Quand on regarde une œuvre comme ça, qu'est-ce que ça donne? Mais quand on penche juste un peu la tête, est-ce que l'œuvre ne prend pas une autre mesure, une autre dimension, etc.
C'est un artiste norvégien qui est basé à Los Angeles. C'est très étrange parce qu'il oscille entre photo, travail photographique, artistique et photo de mode. Mais c'est jamais, on ne comprend jamais d'où ça vient. C'est toujours très étrange comme univers, c'est presque de la science-fiction. Il y a un côté très Lynch. Mais qu'est-ce que c'est que cette forme ? C'est compliqué. Les échos, les transparences, les juxtapositions, comment ce néon est revu dans cet autre néon-là. Ça, vraiment, on a l'impression que ça vient du rêve, que c'est une série de choses rêvées. Lui dit que cette série-là est inspirée par l'horizontalité de la ville de Los Angeles. Comment Los Angeles est vraiment cette ville plate à l'infini. Et donc j'espérais que sur d'autres médiums, on puisse retrouver ça. Alors ça, c'est Simone Fattal, c'est une artiste avec laquelle j'ai toujours beaucoup collaboré. Et elle fait toujours des céramiques, des choses qui ressemblent vraiment à des œuvres pré-mésopotamiennes, pré-sumériennes. Et j'ai toujours aimé ce travail très brut comme ça. Et donc je trouvais que c'était beau. Je les ai mises très haut, exprès, pour pas qu'on se retrouve non plus dans le musée d'archéologie et qu'on puisse redonner une autre présence à ces œuvres, que ces œuvres, elles deviennent, c'était hier, très du quotidien, très simple, cette espèce d'objet humble, ça devienne une sculpture. Et quelque chose de beaucoup plus minimal et beaucoup plus fort, et qu'on puisse le voir plus dans sa forme que vraiment dans son utilisation. Moi, j'ai tout de suite flashé sur ces daybeds parce que je trouvais que c'était très beau. Ça jouait vraiment avec l'histoire du design. C'est inspiré bien entendu très fortement de Charlotte Perriand, etc. Et j'aimais l'idée que ce soit le daybed, donc comme la méridienne, le banc du musée, donc un endroit aussi où les gens puissent réellement s'asseoir, voir les œuvres, ces photographies. Là, il y a une vidéo, donc puissent prendre le temps de voir l'exposition. Comme il y a beaucoup de pièces et que c'est une exposition très dense, j'avais envie qu'il y ait des espèces de ruptures où les gens puissent se poser et voir les choses. Et c'est aussi la tombe. Parce qu'à ce niveau-là, comme ça, très bas, ça fait forcément penser à une tombe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a choisi cette plante, qui est une plante monstrueusement moche, et qui est à la fois une racine et un tronc. Donc elle avait envie aussi d'ôter ce côté un peu parfait, léché d'une maison de collectionneur à Los Angeles, et d'en mettant une espèce de plante un peu récalcitrante, qu'il faut quand même arroser, et qui est très laide. Je trouve qu'il n'y a pas assez de photographies dans les expositions que je vois moi aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le travail de plein de photographes contemporains, comme Torbjörn Rodland. Et Marina, qui est plus artiste que photographe réellement, elle a toujours fait cette espèce de montage. Après, là, on peut lire aussi avec cette pièce-là, cette espèce de tissu jeté. Ça pourrait être le bord du lit. Moi, je trouve que ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser à la peinture, vraiment, aussi, à comment la photographie peut... parler de peinture, l'évoquer, etc. Faire ce type de composition-là. Ça pourrait être sexuel si on veut, hein, le coquillage. Si on veut rapprocher de l'horizontalité, ça pourrait être très bien la femme. Je pense que c'est pas si important que ça. Je trouvais que c'était des images qui étaient dans l'exposition, qui pouvaient faire un beau lien, mais qui avaient un lien un peu moins direct, par contre, peut-être avec la thématique. Moi, je suis très honnête. Hein. Faut pas commencer à mentir. Hein. Il crée ce qu'il appelle des sculptures, qui sont un mélange de peinture, de toile, de vidéo, où en fait là il raconte vraiment dans son travail comment les limites entre, quand on est un artiste, il n'y a plus de frontières entre travail et loisir, et comme quoi, là en fait il avait fait toute une série de pièces qu'il a réalisées entre deux foires. Et donc il avait fait la foire à Los Angeles, et après il y avait la foire à New York, et il a fait un road trip entre les deux. Et il a filmé ce road trip, et il a voulu nous montrer voilà, qu'il n'y a plus de barrière. Il est en train d'aller d'une foire à l'autre, et il filme, et ça devient une œuvre, et c'est une espèce de mise en abîme comme ça sur son travail. Ça, je suis très contente de l'avoir, cette pièce. Et on peut s'asseoir pour donc la contempler. Cette pièce de France Valliccioni, qui est comme cet écran, cette télé, l'écran de surveillance, qu'est-ce qu'on voit quand on est dans un lit d'hôpital?
c'est une espèce de mise en abîme parce que c'est une photo d'un plafond craquelé d'une exposition qu'elle avait faite. La chose aussi, la première et la dernière chose qu'on voit quand on est un être humain, c'est le plafond. C'est toujours cette espèce de vue sur ce plafond et on ne réfléchit jamais à la portée qu'a le plafond. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéressait et qui s'incorpore parfaitement avec cette espèce de structure hyper brute de la galerie où on a l'impression qu'on ne la voit pas tout de suite et après d'un coup on s'arrête. Et je trouvais que c'était beau qu'il y ait des espèces d'œuvres qui sont présentes, absentes, qui ont une espèce de présence fantomatique. Je trouve que c'est vraiment réussi.